Bonjour, c'est Albiladi Ziad de la chaîne Aman et du podcast Message de la Mecque et nous sommes aujourd'hui avec le réalisateur de la chaîne France 2, Monsieur Boualem Guerekli. Bonjour Monsieur Boualem. Bonjour Ziad, merci de m'inviter. C'est un honneur, c'est nous qui vous remercions. C'est un honneur de vous avoir ici. J'ai une petite question. Que pensez-vous, avant de rentrer dans tout ce qui est réalisation, etc., que pensez-vous de l'organisation du Hajj en général? C'est une question difficile à répondre. Prenez votre En temps. fait, chaque événement exceptionnel comme ça qui rassemble beaucoup de monde, les gens s'imaginent pas toute la logistique qu'il y a derrière. Moi, je suis sincèrement admiratif devant cette organisation parce que c'est pas facile d'organiser 3 millions de pèlerins qui viennent du monde entier, assurer leur sécurité, assurer leur déplacement, s'assurer que tout va bien, gérer les flux, parce que ils vont d'étape en étape pour accomplir le 5e pilier de l'islam, un des plus beaux rites au monde, et garder cette cette sérénité, ils sont bienveillants et tout. Je le dis en toute bonne foi, je veux dire, c'est pas pour vous faire plaisir que je le dis, hein, parce que je suis Ça me fait connu, plaisir quand même. je suis connu pour dire les choses en face et les yeux dans les yeux, et je suis de nature positive. Je veux dire, la critique, elle est facile. En revanche, quand on voit ce qui se passe sur le terrain, et quand on voit tous ces jeunes policiers bienveillants, ils sont vraiment gentils. Hein, c'est pas, ils sont vraiment. Je suis admiratif et je dis barakallah. Et est-ce que je peux savoir qu'est-ce qui vous a le plus, qu'est-ce que vous avez aimé le plus chez les policiers? Leur bienveillance. Ils sont bienveillants. Ils sont polis. Vraiment. Tout à l'heure, quand j'ai fait les Jamarat, et j'avais envie avec mon équipe d'aller me couper les cheveux pour pouvoir enlever l'ihram, donc la tenue qui sacralise l'entrée en ihram, qui sacralise en fait le début du Hajj. J'ai été vers un policier et je lui ai demandé où est-ce que je peux me faire couper les cheveux. Et il m'a dit, mais non, c'est simple, vous pouvez. Je dis, mais vous êtes moufti? Il me dit, non, ça se fait, je suis pas moufti. Il est d'une gentillesse, il était admirable. Et puis après, il m'indique un chemin et il me dit, si vous pouvez marcher, mais il y a trop de soleil, c'est un peu plus bas et vous tournez, et il m'indique le chemin. Et j'ai trouvé ça vraiment touchant que, c'est-à-dire, avant de m'indiquer le chemin, il m'indiquait une possibilité d'accomplir un acte rituel pour que je n'ai pas mal, pour que je n'ai pas à me déplacer alors que je pouvais le faire moi-même. Est-ce que vous trouvez que les pèlerins sont en sécurité? Et quelle est l'importance pour vous de la sécurité des pèlerins? La sécurité, c'est quelque chose d'important dans tout événement, comme le Hajj. Dans n'importe quel événement qui rassemble de la foule, la sécurité est hyper importante. On ne peut pas dire que cet événement, c'est quelque chose de réussi si la sécurité n'est pas là. Et donc, c'est très difficile d'assurer la sécurité de 3 millions. J'ai pas envie de faire un comparatif parce que ce serait maladroit. Dans certains pays, on peut même pas organiser la sécurité de 40 000 spectateurs pour un match de foot. Alors, je veux pas faire le comparatif, ce serait déplacé de ma part et j'ai un peu honte de le dire, mais assurer la sécurité de 3 millions de pèlerins qui viennent de pays différents, avec des mentalités différentes, c'est vraiment une prouesse. Je dis bravo. C'est pas quelque chose qu'on dit comme ça, mais quand on voit comment c'est organisé, on ne peut que dire chapeau. Comment se sont passées vos démarches du visa pour venir ici? Oui. Racontez-nous. Alors, nous, quand on a décidé de faire un documentaire sur le Hajj, parce que le premier qu'on a fait, c'est moi qui l'ai fait, j'en ai fait 3. En réalité, je devais en faire 2, et après, j'en ai fait 3 à la demande de la chaîne.
parce que ils avaient remarqué les images et tout le côté spirituel et tout. Parce qu'au début, je devais faire uniquement sur le déroulé, comment on accomplit son pèlerinage, et la deuxième partie devait parler de Médine et de la ville du prophète, alayhi salam. Et après, à mon retour, quand ils ont vu les images, et beaucoup de spiritualité, les gens en haram et tout ça, la lapidation et tout ça, Jamarat et tout, on dit, mais le côté spirituel, tu vas pas l'aborder. Je dis, non, je peux pas. Le format, je peux pas mettre tout, sinon ça va être un clip. C'est plus un documentaire, c'est un clip. Elle me dit, alors, mais est-ce que tu as assez d'images? Je dis, oui, oui, j'ai assez d'images. D'accord, alors tu vas faire un troisième. Et donc, on m'a donné les moyens pour faire un troisième numéro. Ça, c'était en 2006. Et donc, du coup, aujourd'hui, je prépare 2 numéros sur le Hajj et quelques petits éléments qui vont venir nourrir notre émission qui est en format magazine. Donc, j'espère trouver quelqu'un qui va me psalmodier le Coran, des petites psalmodies et tout, pour les mettre à l'intérieur. Et donc, quand on a décidé de venir au pèlerinage cette année, on s'est bien sûr, bien entendu, adressé à monsieur l'ambassadeur d'Arabie Saoudite à Paris. Et c'était vraiment très rapide, hein, donc et il a pris de son temps et tout. Et très rapidement, on a été contacté par des responsables, que ce soit moi ou mon équipe. Et ça a été vraiment très rapide. Toutes les formalités ont été... Moi, j'étais agréablement surpris, hein, parce que c'était vraiment d'une efficacité exemplaire. Je me suis dit, oh, tiens. Et voilà. Et donc, il y a quelqu'un qui nous a contactés pour nous dire, nous demander certaines informations par rapport à nos passeports, et nous a envoyé nos visas rapidement. Et puis, il y avait quelqu'un d'autre qui nous a demandé après le matériel, quel type de matériel on allait utiliser. Alors, moi, je me dis, c'est simple, on va vous fournir la liste du matériel qu'on va venir. Une petite anecdote. Et donc, nous, quand on fait une liste comme ça pour le matériel, on détaille tout. C'est-à-dire, même le petit câble, on le met. Et comme pratiquement chaque pièce, on la numérote, il en a trouvé 52, mais il a dit, vous faites un film? Je dis non, des documentaires. Mais il dit, vous allez remarquer, vous allez voir que, par exemple, si vous voyez bien les intitulés, c'est que, par exemple, un micro, on va mettre le micro, la référence du micro, mais on va aussi parler de son câble, de son support et tout ça. Alors qu'en réalité, c'est l'ensemble, voilà. Et donc, je vous dis, écoutez, je vais revoir ma liste et je vais vous envoyer que les éléments essentiels, mais d'une gentillesse, vraiment, et d'une efficacité. C'est vraiment chapeau, sincèrement. De ce que j'ai compris, c'est que vous étiez ici, vous avez travaillé ici durant le Hajj, en tant que réalisateur aussi. Oui. En 2006. Oui, tout à fait. Et maintenant, vous revenez ici en 2024. Oui. 18 ans plus tard. 18 ans plus tard. Est-ce que vous avez vu un développement? Pardon? Est-ce que vous avez vu un développement de l'infrastructure? Ah oui, absolument, bien sûr. Non, absolument, absolument. D'ailleurs, il y a derrière moi, voilà, le train. Moi, cette image, pour moi, elle est magnifique. Moi, je m'imaginais pas, en 2006, il y a 18 ans de ça, voir un train, voilà, pratiquement survoler Mina. C'est parce que c'est une belle... Pour moi, c'est une des plus belles images de la modernité. Pour moi, je suis peut-être vieux jeu, parce que peut-être que pour les jeunes d'aujourd'hui, symboliser la modernité, c'est Internet. Mais pour moi, je reste dans cette symbolique de la modernité, c'est les moyens de transport. C'est vrai qu'on est transporté par Internet, mais virtuellement. Alors que le train, c'est physiquement, on est transporté physiquement, on part d'un point et on va vers un autre point, en toute sécurité. Et puis,
en même temps, on est bien. On peut lire à l'intérieur, on peut écouter soit du deck, soit de la musique, ce qu'on veut, quoi. Et on est en parfaite sécurité. Juste ce côté-là de ça, je suis vraiment touché par ça. C'est ça qui me touche. Il y a aussi un autre élément que j'ai vu qui m'a vraiment beaucoup plu. C'était la première image dès qu'on est arrivé à l'aéroport. Et que ce soit, vous savez, les hommes d'image, ils remarquent tout. Et peut-être ils disent pas beaucoup de choses. Mais bon, moi, en tant que réalisateur, je suis obligé d'en parler et de l'écrire pour pouvoir mûrir une écriture filmique. Et donc, la première chose, je demandais à mon chef opérateur et à mon ingé son, et je leur dis, vous avez remarqué, quand on est arrivé, derrière les guichets, c'était que des filles. C'est-à-dire, à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup. C'est-à-dire, il y a une féminisation c'est vraiment, on est en 2024, quoi. Je veux dire, il y a des choses qui se sont faites pour vous. C'est peut-être naturel. C'est-à-dire, les choses se sont faites. Mais pour celui qui n'est pas venu depuis 18 ans, c'est mon cas, je vois les différences. Et les différences sont frappantes. Quand on a été acheté pour acheter une puce pour le téléphone, pour avoir un numéro, pour nous joindre, pour joindre d'autres collègues et tout. Et aussi pareil, à l'intérieur, je crois qu'il y avait un homme, peut-être le manager, ou peut-être mais la plupart de ceux qui étaient là et qui attendaient tout pour acheter leur truc, c'était des filles qui étaient derrière le micro. Et en plus d'une gentillesse, vraiment, elle vous demande votre visa, on lui a donné le visa, le passeport et tout ça, d'accord. Elle vous propose le type mais ça n'a pas traîné, ça nous a pris 5 minutes. Nous, on s'est dit, bon, il faut faire vite et tout. Mais je crois que le temps d'attente était plus long que le temps de l'achat de la puce. Je vous assure. Parce qu'il y avait un peu de monde, il y avait beaucoup de pèlerins qui étaient là pour acheter leur puce. Mais on a plus attendu en attente. Quelque chose comme 10 minutes, quoi. Quand je dis on a attendu, c'était 10 minutes. Mais le temps qu'on a passé avec la jeune fille qui était là derrière son micro, qui nous a vendu les puces, ça n'a pas pris plus de 5 minutes. Je me suis dit, ça là, c'est une grande rentabilité. Ça. Je suis sûr il faudrait qu'elle demande à être payée sur la rentabilité, le nombre de pèlerins à qui elle vend des puces. Voilà, ce sont c'est différent. Peut-être que pour vous, vous les remarquez pas, mais pour quelqu'un qui vient et qui voit, ça saute aux yeux, en fait. C'est vraiment, ça saute aux yeux. Moi, par exemple, quand je suis venu en 2006, il n'y avait pas toute cette infrastructure des Jamarats. Il n'y avait pas les 4 étages. Il y avait uniquement un seul étage. Et aujourd'hui, quand j'ai vu les 4 étages, c'est vraiment phénoménal. Je veux dire, c'est une sacrée organisation, quoi. Donc vous, Monsieur Boualem, vous êtes un grand réalisateur de documentaires spécialisé sur l'islam. Qu'est-ce qui vous a donné envie de mettre l'islam en valeur, la vraie image de l'islam? Alors, je suis pas un grand réalisateur. Pour moi, vous êtes un grand réalisateur. Merci, c'est gentil de me le dire. Ça flatte un peu mon ego, mais on apprend dans l'islam déjà, on apprend à ne pas se gargariser de son ego. En fait, moi, je m'intéresse à l'islam depuis à peu près une 30aine d'années et on n'est pas nombreux, en fait. On n'est pas nombreux à parler de l'islam et de la beauté de l'islam et de la civilisation arabo-musulmane dans son ensemble. En revanche, il y a énormément de gens qui critiquent l'islam, qui insultent l'islam et qui sont très contents et fiers d'insulter l'islam alors qu'ils ne connaissent rien à l'islam. Et donc, moi, ça m'a interpellé parce que c'est ma religion, c'est la religion
de mes parents, de mes arrière-grands-parents et de tous mes ancêtres. Et donc, je me dis, pourquoi je ne mettrais pas mes connaissances technico-artistiques, culturelles, à parler de cet islam. Moi, quand je fais un documentaire sur l'islam, je ne le fais pas pour les musulmans. S'il y a des musulmans qui le voient, ils sont contents, je suis content. Mais moi, je préfère montrer la beauté et l'amour de cet islam. Parce que c'est véritablement une religion de paix et d'amour. C'est une religion qui rassemble les gens entre eux. C'est une religion qui respecte les autres. C'est une religion qui appelle à la paix. Et c'est ça qui m'a poussé parce que dans l'islam, on a essayé, certains ont essayé de monter les uns contre les autres. Un musulman, d'abord la vie dans l'islam, elle est sacralisée. Et donc, parce que dans l'islam, dans le Coran, il est dit que si tu sauves une vie humaine, tu as sauvé l'humanité entière. Si tu atteins à la vie humaine, tu as atteint à l'humanité entière. Alors, il n'y a pas plus beau, c'est-à-dire respecter la vie. C'est ça le message déjà à la base de l'islam, ce que nous a appris le prophète de l'islam, c'est Mohammed alayhi salatu salam, c'est d'abord respecter la vie. Moi, je me rappelle d'un hadith qui parlait un jour, le prophète de l'islam, il était assoupi, assis par terre, et un chat est venu se mettre sur son habit. Eh bien, le prophète de l'islam, voulant se déplacer, n'a pas voulu déranger cet animal. Il a découpé une partie de son habit pour laisser l'animal se reposer et pour qu'il puisse se déplacer sans déranger la mer. Vous avez vu quelqu'un vous faire ça? Couper. Pourtant, c'est le prophète de l'islam. Oui. C'est un prophète. Il l'a fait. Et c'est un exemple. J'essaie, dans ma vie de tous les jours, d'arriver, mais je sais que j'arriverai jamais à ce niveau-là parce que lui, Massoum, c'est quelqu'un de béni par Dieu et on essaye. Pour lui, c'est notre guide, c'est notre référence, on s'inspire de lui pour essayer de nous élever en spiritualité, de nous élever dans l'humanité, de nous élever entre nous, d'aimer les autres, de montrer aux autres et d'avancer vers le plus beau. Donc, avec vos documentaires, est-ce que vous avez une histoire sur l'impact de vos documentaires sur les non-français? Que ce soit un coéquipier à vous ou alors quelqu'un de votre entourage? Et moi, j'ai du mal un peu à parler de ce que je fais. Enfin, de ce que je fais, je peux en parler, mais de ce que ça a impacté. Mais je préfère les gens qui voient mes documentaires en parler. Mais je sais que beaucoup de gens nous écrivent à l'émission, écrivent à la chaîne pour parfois demander certaines références, certaines... Et je sais que sur certains de mes documentaires, j'ai été un peu partout à travers le monde, et particulièrement en Europe. Et je sais que les 2 plus récents documentaires que j'ai faits sur l'islam en Suisse, et donc j'étais intéressé, le producteur qui a choisi cette thématique m'a demandé de travailler sur l'islam en Suisse. Et donc je me suis documenté, j'ai travaillé sur nombreuses sources pour offrir une lecture de l'islam en Suisse. Et après la diffusion qui s'est faite au mois de mars sur France 2, et à partir de là, il y a 2 universités qui ont contacté la chaîne pour avoir la copie du document, pour pouvoir les enseigner, les utiliser comme outil pédagogique pour leurs étudiants qui étudient l'islam. Et moi, ça me fait plaisir, bien sûr, parce que
je me dis, je n'ai pas travaillé pour rien. Moi, je pars toujours du principe que quand quelqu'un prend le temps de regarder un de mes documentaires, qui dure en règle générale 30 minutes, c'est le format de l'émission Islam sur France 2, je veux qu'il parte avec quelque chose. Je veux qu'il retienne quelque chose. Je ne demande pas de tout retenir, mais je souhaite en fait qu'il garde quelque chose. En règle générale, il y a beaucoup d'informations, mais en même temps, je prends le soin d'introduire à l'intérieur de mon documentaire des gens, des scientifiques, des gens qui ont véritablement une connaissance de la question pour apporter un plus à mon documentaire. À part les universités, Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est converti ou alors qui s'est vraiment intéressé à l'islam, qui a cherché ce qui est derrière vos documentaires, qui a cherché sur cette religion? Oui. Alors, en fait, il est vrai que dans les équipes qui travaillent avec moi, la grande majorité ne sont pas musulmans. D'accord. L'exception faite pour cette fois-ci parce que c'est des professionnels que j'ai dû les chercher parce qu'ils sont pas nombreux. Donc, mais c'est de vrais professionnels de l'image et du son qui m'ont accompagné, Riyad et Juba, et pour cette mission parce qu'il faut être musulman. Pour moi, ça passe mieux parce que en fait, ils savent dans quel objectif je vais. C'est-à-dire, j'ai pas besoin de leur expliquer l'islam. Ils connaissent l'islam. Et c'est déjà un bon point pour moi parce que, au lieu de parler de l'objectif du documentaire et tout, moi, j'aime bien discuter avec mes équipes quand je tourne avec elles. En revanche, quand il s'agit des tournages autres que dans des pays musulmans où il faut vraiment, véritablement être musulman, ce sont la plupart des équipes qui ne sont pas musulmanes. Et donc, que ce soit le chef opérateur ou l'ingénieur du son. Et souvent, ce qu'on me dit, c'est qu'on a appris des choses sur l'islam. Et je sais, certains, sans me le dire, parfois, ont acheté le Coran pour le lire, des traductions du Coran. Et je le sais parce que ils me posent la question pour me dire quelle est la meilleure traduction et tout. Je dis, écoute, n'essaye pas de regarder la meilleure traduction. Pratiquement toutes les traductions se valent, mais tu vas pas faire une thèse sur la traduction, telle ou telle traduction. Le plus important, c'est que tu le lises pour avoir une idée, pour que personne ne vienne te dire voilà ce que dit le Coran, voilà comment c'est, voilà. Il faut que tu te fasses ton idée toi-même. Alors, prends n'importe laquelle, il y en a plusieurs d'ailleurs. Il y a plusieurs, il y a des traductions de Jacques Berg, de Denise Masson, de Hamidullah. Il y a plusieurs traductions qui sont magnifiques. Je dirais pas laquelle, pour moi, laquelle est le mieux placée. D'ailleurs, il y a une je vais pas dire meilleure, mais une des plus documentées traductions qui a été rééditée par la Grande Mosquée de Paris, qui est la traduction de Hamza Aboubakar, Allah yarhamou. C'était également un des premiers recteurs de la Grande Mosquée de Paris. Et donc, je conseille parce que, en fait, moi, je suis réalisateur. Donc, moi, ce que j'offre un regard sur l'islam et la civilisation arabo-musulmane. Je suis pas islamologue, je suis pas théologien, je suis pas moufti, et donc je leur dis si vous avez des questions précises à poser par rapport à des thèmes précis, je peux vous donner des noms d'imams, de théologiens qui peuvent répondre à vos questions et en même temps aller sur des sites spécialisés. N'allez pas sur n'importe quel site qui s'autoproclame imam, alim et tout et qui va vous parler de l'islam. Vous, en tant que réalisateur, est-ce que vous avez un message pour les journalistes, pour les réalisateurs, pour les animateurs comme moi, qui travaillent durant le Hajj? On aimerait avoir un message d'expérience de votre part. Moi, le message que je donne à tous les gens qui travaillent avec moi,
il est tout simple. C'est aimer votre métier. Aimez votre métier parce que c'est votre métier qui va parler pour vous. Si vous aimez votre métier et vous le perfectionnez autant que vous pouvez, à chaque fois, c'est lui. Personne ne parle. Parce que nous faisons un métier où la tricherie n'est pas, c'est-à-dire, elle est perceptible. On ne peut pas tricher. Quand on fait de la télévision, on ne peut pas tricher. Je peux vous raconter tout ce que vous voulez. Vous dites, d'accord, mais montre-moi tes documentaires. Je veux voir tes documentaires. Et donc, on ne peut pas tricher. Vous présentez un podcast, vous présentez une émission, vous faites du reportage. Alors, Zaid, s'il vous plaît, est-ce que je peux voir ce que vous faites? Et ça, il n'y a pas de tricherie, parce que c'est l'image et le son. Et donc, moi, les gens du métier, ce que je leur dis, si vous voulez réussir dans ce métier et garder le respect des gens qui vous regardent, parce que les gens prennent le temps de vous regarder, de vous écouter, eh ben, ne trichez pas. Parce que vous pouvez pas tricher. Ça va se sentir, ça va se savoir. Aimez votre métier, il vous le rendra très bien. C'était un plaisir de vous accueillir, Monsieur Boualem. Merci à vous. Merci de m'avoir invité. D'être venu, de nous avoir aidé à faire ce magnifique podcast. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup. C'était Al-Biladi Ziad du podcast Message de Mecca de la chaîne Aman en partenariat avec la société Tahakoum. Merci beaucoup.